la téléconférence pour l'Association canadienne des ataxies familiales qui a été organisée là, via la compagnie Santerra. Mon nom est Gaëlle Ouellette, je suis conseillère en génétique et je travaille avec le portail québécois des maladies génétiques orphelines et avec l'Organisation canadienne des maladies rares, puis on est beaucoup impliqués dans les questions d'accès aux médicaments orphelins, d'où mon lien depuis l'automne avec la CAF. Alors moi, je vais être animatrice là, de l'heure qui s'en vient pour être sûr qu'on touche à tous les sujets importants pour vous, puis que vous puissiez poser vos questions. Alors, d'abord, je veux présenter Dr Massimo Pandolfo pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. Moi, je le connais seulement de réputation, je ne l'ai jamais rencontré. Mais, et corrigez-moi, Dr Pandolfo, si je fais des erreurs dans votre description. Alors, depuis 2000, Dr Pandolfo est médecin neurologue et chercheur. Il est chef de département de neurologie à l'hôpital Erasme, qui est associé à l'Université libre de Bruxelles, en Belgique. Avant d'aller en Belgique, il était à Montréal et il était chercheur au CHUM, professeur, chercheur à l'Université de Montréal. Et avant, il a travaillé en tant que médecin-chercheur au Texas et dans son pays natal, en Italie. En plus de la recherche fondamentale qu'il fait en neurologie, neurogénétique et particulièrement sur l'ataxie de Friedreich, il est investigateur dans plusieurs études cliniques, dont Mykonos, qui se déroule actuellement pour l'étude de l'idébénone pour l'ataxie de Friedreich, puis on va lui demander de nous en parler plus en détail. Il fait aussi des études cliniques sur les accidents vasculo-cérébraux et la sclérose en plaques. Dr Pandolfo, en fait, a joué un grand rôle dans l'ataxie de Friedreich, puisqu'il a participé à la découverte et la caractérisation du gène et des mutations impliquées dans l'ataxie de Friedreich, cela dans les années 1990. Alors, il a de nombreuses publications sur ce sujet, il a fait de nombreuses conférences et a eu des honneurs et des prix. Il a aussi écrit un livre sur les désordres du cervelet. Alors, Dr Pandolfo, je vous laisse la parole. En discussion avec M. Phoenix de la CAF, on pensait peut-être que vous pourriez nous décrire plus en détail, là, peut-être 5-10 minutes pour que les gens puissent poser leurs questions par la suite sur la fameuse étude phase 2 qui vient de se terminer. Ionia, je crois, le nom de l'étude, et puis l'étude phase 3, Mykonos, qui se déroule actuellement, et toutes les informations pertinentes que vous pensez que les gens devraient savoir sur l'idébénone et l'ataxie de Friedreich. Alors, je vous laisse la parole. On pensait consacrer au moins une demi-heure, là, donc à peu près jusqu'à midi et 5, là, sur ce sujet-là. Et ensuite, on a vu qu'il y a un grand intérêt pour des questions et avoir de l'information sur la question de l'accès au caténa au Canada. Alors, les gens pourront poser leurs questions et ce sera plus M. Phoenix de la CAF qui pourra répondre. D'abord, oui, je voulais aussi laisser la parole quelques minutes à M. Phoenix pour qu'il mentionne un peu les liens passés aussi de la CAF avec Dr Pandolfo. Alors, je te laisse la parole, Jean. Bonjour, je suis Jean Phoenix, je suis secrétaire de l'association du conseil d'administration. Dr Pandolfo, comme l'a décrit Gaëlle Ouellette, il est professeur présentement, il est médecin neurologue à l'Université libre de Belgique. Il a terminé ses études à Milan, en Italie. Il a travaillé aussi aux États-Unis, au Canada. Il a travaillé de 1997 à 2001
au centre, au CHUM, à faire de la recherche sur la taxie de Friedreich. C'est co-découvert avec le Dr Koenig du gène défectueux de la taxie de Friedreich. Pour nous, le Dr Pandolfo, c'est la référence mondiale en matière de connaissance et de traitement de la taxie de Friedreich. Comme l'a mentionné Gail Ouellet, il y a plusieurs publications produites par Dr Pandolfo. Dr Pandolfo il a gracieusement accepté de présenter cette conférence sur le débénone, sur le Catena, qui est la nouvelle appellation du médicament, puis présenter aussi son point de vue sur les résultats de l'étude clinique américaine récente. Par ailleurs, je vais vous faire un message. Le message que Claude Saint-Jean adressait lors de toutes ces conférences, c'est de faire un don à la CRF, soit en ligne, soit en visitant notre site web, soit en appelant au numéro de téléphone 514-321-8684. Je ne serai pas plus long. Je vais laisser la parole au Dr Pandolfo qui m'était invité d'honneur. Puis, bienvenue, Dr Pandolfo. Je vous laisse la parole. Merci. Oui, merci. Bon, d'abord, merci beaucoup pour votre introduction. Avec plaisir, je voudrais essayer de faire un peu avec vous le point sur comment se situe à l'heure actuelle et à la lumière de derniers résultats de l'étude américaine, l'idébénone, le traitement de la taxie de Friedreich. Et donc, compris, nous allons un peu discuter de ces aspects plus scientifiques de recherche clinique et finalement vous aurez puis votre discussion au sujet de l'accès aux médicaments et du remboursement. Alors avant de commencer, je voudrais être sûr que tous les participants comprennent certains concepts qui ont affaire avec les études cliniques, c'est-à-dire on parle d'études de phase 1, phase 2, phase 3, ça veut dire quoi? Une étude phase 1, c'est une étude... Alors, je voudrais d'abord savoir si c'est peut-être le cas de faire un petit résumé, de spécifier ce que ça veut dire, effectivement, les différentes phases des études cliniques. Et puis finalement, on va voir un peu l'histoire de l'idébénone, donc le concept à la base, pourquoi il a été proposé pour le traitement de cette maladie, et finalement les différentes études qui ont été menées. Bon, si vous êtes d'accord, je pourrais commencer un peu à donner des informations très fondamentales sur les études cliniques. Alors, normalement... Ça aide les gens, oui. Oui, d'accord. Alors, parce qu'on parle de cette question, ça veut dire quoi? Alors, normalement, quand il y a un nouveau médicament ou un médicament qui a une nouvelle indication, c'est-à-dire qui a été, soit c'est une molécule, un produit qui n'a jamais été utilisé sur des êtres humains, ou encore un produit qui a été utilisé pour une certaine maladie et maintenant on découvre qu'il pourrait être utile pour une autre maladie. Avant de se lancer dans des études visées à évaluer si c'est effectivement un traitement efficace, il faut d'abord s'assurer que le médicament est suffisamment sécuritaire et toléré par les sujets qui sont atteints de la maladie qu'on essaie de soigner, et d'autre côté, d'identifier la dose qu'on pourrait utiliser pour ce traitement, parce qu'on ne sait pas d'avance, évidemment, il faut le découvrir. Alors, les études phase 1 sont des études qui ont comme finalité d'abord de voir la tolérabilité d'un médicament, mais de voir aussi combien de ce médicament est absorbé, comment le médicament est éliminé, donc d'avoir une idée de quelle pourrait être la dose à proposer, mais aussi évidemment s'il y a des effets secondaires, si ces effets secondaires sont plus ou moins sévères, et voilà. Donc, normalement, on commence à donner les médicaments à des sujets sains, à des volontaires sains, et ensuite, on passe au sujet atteint de la maladie, auquel on donne le médicament pour une période très courte. Normalement, ça peut être une seule dose ou deux doses répétées pour, disons pour un mois maximum, une période donc assez courte. Et on n'évalue pas à ces stages-là, on n'évalue pas
l'efficacité, mais juste la tolérabilité. Si tout se passe bien, on passe ensuite à ce qu'on appelle la phase 2. La phase 2 est, pendant la phase 2, on commence à évaluer aussi l'efficacité du médicament. Et ce qu'on fait, on prend un nombre qui est relativement encore limité de sujets atteints de la maladie et on les traite soit avec le médicament, soit avec du placebo ou avec, s'il existe pour la maladie en question, avec le traitement standard pour la maladie en question. Alors pour l'ataxie de Friedreich, il n'y a malheureusement pas de traitement standard à l'heure actuelle, donc pendant la phase 2, on donne le médicament actif ou du placebo. Et vu qu'il y a encore une incertitude sur la dose, on donne différentes doses de médicaments actifs ou du placebo, avec un système, disons, structure de l'étude qu'on appelle la double aveugle ou à double insu, c'est-à-dire ni le médecin est à connaissance de ce que le patient prend, ni le patient évidemment est à connaissance de ce qu'il prend. Donc le médecin ne sait pas à qui il donne le placebo ou le médicament actif et le patient ne le sait pas non plus. Cette étude phase 2, normalement en une durée relativement limitée et un nombre de patients, comme je vous l'ai dit, relativement limité, et il permet d'arriver à des conclusions préliminaires. D'abord, donner plus d'informations sur la tolérabilité du médicament, de savoir si effectivement, maintenant pour une période un peu plus prolongée, le médicament est bien toléré, quels sont les effets secondaires qu'on rencontre, et au niveau efficacité, commencer à donner de résultats préliminaires, c'est-à-dire de commencer à voir si effectivement il y a des éléments en faveur d'une efficacité de ce produit. Finalement, après, on passe à ce qu'on appelle la phase 3. La phase 3 essaie de recruter beaucoup plus de patients et de faire des études qui sont plus prolongées, de manière de confirmer, si possible, les résultats de la phase 2, notamment au sujet de l'efficacité. C'est après, normalement, à la phase 3, qu'un médicament, finalement, peut être enregistré comme un médicament pour une certaine indication pour la maladie donc, qu'on est à l'étude. J'espère que ça soit un peu clair, donc, maintenant, ce que c'est la phase 1, la phase 2 et la phase 3. L'idébenone, en fait, est passé déjà à travers une phase 1 et une étude de phase 2, et les deux études plus récentes sont des études déjà considérées de phase 3. Alors là aussi, il faut faire des petites différences, c'est-à-dire une étude de phase 3 pour une maladie très fréquente, je ne sais pas quoi, la maladie d'Alzheimer, les accidents vasculaires, l'infarctus, le diabète, ça peut recruter de centaines, voire des milliers de patients. Évidemment, pour une maladie rare comme l'ataxie de Friedreich, on parle de quelques dizaines de patients pour la phase 2 et que de quelques dizaines en plus jusqu'à, comme nous allons voir, un peu plus de 200 pour une phase 3. Donc les chiffres, évidemment, sont différents pour les maladies rares. Alors, l'idébenone, j'imagine que tout le monde connaît le concept à la base de l'idée de donner ces médicaments. Ces médicaments ressemblent à un produit naturel qui est présent dans toutes les cellules qui s'appelle coenzyme Q et que participe au processus de respiration cellulaire. Ce processus est altéré dans l'ataxie de Friedreich. Et en plus, dans l'ataxie de Friedreich, nous avons ce que nous appelons de dommage oxydatif, c'est-à-dire il y a des produits oxydants, de ce qu'on appelle de spectre réactif d'oxygène, qui sont générés parce que la respiration cellulaire ne marche pas bien et qui vont créer des dégâts, qui vont endommager différentes structures de la cellule. L'idébenone a été proposé par le docteur Pierre Rustin, qui à l'époque était à l'hôpital Necker à Paris, a été proposé par le docteur Pierre Rustin, qui est un biochimiste en fait, sur la base de la considération qu'il aurait pu combattre contre le dégât lié à ce qu'on appelle le stress oxydatif dans l'ataxie de Friedreich, et d'autre côté, stimuler la respiration cellulaire, essayer de normaliser la production d'énergie des cellules. Et donc, il a fait des manipulations au laboratoire, il a fait des expériences au laboratoire,
qui ont montré, au moins dans le système, évidemment, dans un tube, pas dans un organisme vivant, qu'effectivement, les propriétés biochimiques de ces produits étaient très prometteuses. Donc, les médicaments ont commencé à être essayés en clinique à partir de la fin des années 90. Mais il a toujours été essayé dans de petites études sans beaucoup de contrôle, sans faire, disons, cette série de passages, phase 1, phase 2, phase 3. Il y a eu juste une étude dans laquelle le sujet traité on était comparé à des sujets qui avaient pris du placebo. Donc les résultats étaient tout à fait peu clairs jusqu'à il y a 4 ou 5 ans, quand finalement on a décidé de procéder de manière rationnelle et de passer à travers toutes les phases, normales de développement d'un médicament. Après, surtout, on a décidé de faire ça parce qu'on s'est rendu compte que c'était indispensable pour arriver à des conclusions claires et parce que les petites études observationnelles, on les appelle, qu'on avait fait auparavant, suggéraient que ce médicament pouvait avoir un effet favorable au niveau du cœur, donc de la cardiomyopathie, comme on l'appelle, de l'ataxie de Friedreich, mais ce n'était pas du tout clair si ces médicaments avaient ou pas un effet favorable sur l'ataxie elle-même. Donc ils ont fait une étude de phase 1, et cette étude 1 a montré qu'effectivement on pouvait donner des doses beaucoup plus élevées du débénone par rapport à ceux qui étaient utilisés auparavant, et que ces doses beaucoup plus élevées étaient apparemment très bien tolérées. Et qu'en évaluant combien de médicaments étaient absorbés, comment ils étaient éliminés, on a vu qu'on pouvait monter la dose jusqu'autour de plus ou moins 50 mg par kilo par jour, donc 10 fois la dose qui était utilisée auparavant. Donc bref, une fois qu'on a fait cette étude préliminaire, on est passé à une étude qu'on appelle de phase 2. Et c'est l'étude qu'on appelle Nicosia, qui a été faite au NIH à Washington, à Bethesda, aux États-Unis. Cette étude de phase 2 a recruté 48 sujets avec l'ataxie de Friedreich, qui ont été divisés en 4 groupes de 12 chacun. Et un groupe de 12 a reçu du placebo, un groupe a reçu une dose faible, donc autour de 5 mg par kilo qu'on donnait auparavant. Un groupe a reçu une dose dite moyenne de l'ordre de 15-20 mg par kilo, 900 mg pour savoir pour ceux qui pèsent plus de 45 kg. Et finalement, le troisième groupe a reçu une dose dite élevée de l'ordre de 45 plus ou moins mg par kilo par jour. Et ces sujets ont été suivis pour 6 mois. En fait, cette étude voulait d'abord démontrer qu'il y avait cet effet dit antioxydant de l'idébénone. Et donc, ils ont utilisé, disons, l'objectif primaire. Il faut savoir que chaque étude clinique a deux cibles, deux objectifs, donc qu'on appelle primaire, secondaire, tertiaire, selon l'ordre d'importance qu'on leur attribue. Et donc, cette étude, l'objectif primaire était un paramètre, une substance qu'on mesure dans les urines, qui est un marqueur, disons, de dommages oxydatifs. Mais cette étude n'a pas vraiment fonctionné, n'a pas donné vraiment des résultats clairs, parce que pour plusieurs raisons, il y a eu des problèmes de dosage, probablement des problèmes techniques qui ont un peu empêché d'avoir des résultats significatifs et interprétables de ce point de vue. Mais ce qui a été vraiment, qui a suscité beaucoup d'enthousiasme, c'est le fait que parmi les objectifs secondaires, il y avait certaines mesures, disons, de l'ataxie, donc selon des examens neurologiques standardisés, et cette mesure d'ataxie montrait une amélioration chez les sujets qui avaient pris pour 6 mois le médicament à dose moyenne et élevée. Par contre, il n'y avait pas du tout d'amélioration, en fait, une légère dégradation chez les sujets qui avaient pris le placebo, et aussi la dose faible n'avait pratiquement rien fait. Alors, il y a eu des analyses qui ont montré que ces différences étaient significatives, et donc ceci a, stimulé le fait de faire une étude de phase 3. Alors, pourquoi cette évidence n'était pas suffisante? Parce que l'étude était encore très petite, relativement courte, 6 mois, peu de patients. Les patients étaient tous des adolescents, donc on avait la CDR, les adultes, donc, et cet effet n'était évident que chez
surtout que chez les patients qui étaient encore capables de marcher indépendamment, donc qui n'avaient pas besoin d'utiliser tout le temps une chaise roulante. Donc il y avait certaines limitations, soit pour les patients qui avaient effectivement bénéficié, et surtout les études de phase 2, il faut considérer les résultats encore préliminaires, c'est-à-dire nous avons eu malheureusement plusieurs exemples d'études de phase 2 dont les résultats ne se sont pas confirmés une fois qu'on a fait des études plus larges, donc la phase 3. Donc, bref, l'étude phase 2 a été considérée suffisante par certains pays comme le Canada pour, de manière, disons, provisoire, autoriser la commercialisation du médicament pour le traitement de l'ataxie de Friedreich. Donc ça s'est passé au Canada, mais c'est conditionnel, c'est-à-dire cette approbation doit être confirmée après les résultats des autres études, des études de phase plus avancées. C'était plus ou moins de la même chose pour plusieurs pays européens qui ont décidé de reconnaître cette indication du médicament et de le rembourser aux patients selon les différents systèmes de santé de différents pays. Il n'y a eu par contre pas une décision au niveau central de la communauté européenne. Ça, ils ont établi d'attendre le résultat des études phase 3. Donc, bref, la raison pour laquelle vous avez disponible ce médicament actuellement est le résultat de cette étude phase 2 qui l'on a appelée l'étude Nicosia. C'est en fait un acronyme qui a à faire avec les initiales de mots qui font le résumé des objectifs. Bon, il fallait à ce moment-là lancer des études plus importantes. Et le premier qui a été mis en route s'appelle le Mykonos, et c'est une étude de phase 3 qui s'est faite dans plusieurs centres en Europe, en Allemagne, en France, en Belgique et aux Pays-Bas et dans le Royaume-Uni, donc en Angleterre en fait. C'était une étude très ambitieuse parce que son but était de recruter plus de 200 patients. Et en fait, de ne pas limiter, disons, l'analyse, le recrutement juste aux adolescents ou à ceux qui sont encore capables de marcher, mais inclure tous les patients avec l'ataxie de Friedreich qui ont plus de 8 ans. Donc, c'était vraiment une étude beaucoup plus... Alors, juste pour vous donner quelques informations, cette étude, l'étude de Mykonos, actuellement a recruté 232 patients. Et de ces 232 patients, je crois, le 19 mai, il y en avait déjà 146 qui avaient terminé, donc qui ont complété l'étude. Donc par exemple, tous les patients, moi je gère un des sites qui participe à cette étude, donc tous nos patients ont terminé l'étude. Il y a juste essentiellement les patients anglais qui sont encore recrutés parce que pour des raisons de règlement et d'administration, le centre de Londres était le dernier à démarrer. Mais bon. Donc il y a encore actuellement 68 patients qui continuent. Il y en a eu juste 18 qui ont arrêté pour des raisons différentes. 2 parce qu'ils sont tombés enceintes, d'autres parce qu'ils sont partis, ils ont déménagé, ils n'avaient plus envie. Bon, c'est normal que dans chaque étude, il y a un petit nombre de patients qui laissent tomber. Certains ont arrêté pour des effets secondaires, mais il faut savoir qu'il y en avait aussi qui prenaient du placebo qui ont arrêté pour des effets secondaires, parce que comme il y a des placebos, disons, favorables, il y a aussi pas mal d'effets secondaires qui reviennent chez les gens qui prennent du placebo, qui sont liés un peu au fait de prendre un médicament. Bon, ça peut déclencher certaines réactions chez certains sujets. Donc, bref, l'étude de Mykonos est en cours. La seule chose que je peux vous dire est qu'il y a eu des analyses durant l'étude pour s'assurer qu'il n'y avait pas de soucis majeurs au niveau sécurité, et il n'y en a pas. Donc, il y a eu déjà des analyses préliminaires qui montrent qu'on peut continuer, on peut presque procéder avec l'étude sans problème parce qu'il n'y a pas de soucis majeurs, de soucis importants de faits secondaires qui sont sortis jusqu'à maintenant. Il faut savoir aussi que les sujets qui ont complété cette étude
s'ils veulent, ils peuvent continuer à prendre le médicament à la dose plus élevée, encore pour 2 ans, pour ce qu'on appelle une étude de continuation, une étude d'extension, une étude d'extension, qui à ce moment-là n'est plus en double aveugle, on sait que les patients prennent le médicament. Bon, en même temps, et moi je pense, je ne veux pas être trop critique vers la compagnie Santhera, mais en même temps, un peu plus tard en fait, quand l'étude de Mykonos était déjà lancée en cours en Europe, ils ont décidé de faire une autre étude, plus courte, plus ciblée, aux États-Unis, avec l'espoir de confirmer rapidement le résultat de Nicosia et donc de pouvoir avoir le médicament approuvé aux États-Unis par la Food and Drug Administration. Et ça, c'était l'étude d'Ionia, l'étude qui s'est terminée il y a quelques semaines, dont les résultats ont été connus, les premiers résultats depuis quelques semaines. Alors, l'étude d'Ionia était beaucoup plus petite que le Mykonos. C'était juste un peu, c'était de la même ordre de grandeur, si vous voulez, de l'étude de la première étude, de l'étude Nicosia, donc de l'étude de phase 2. Hein. C'est une étude de phase 3, mais disons encore pas vraiment très puissant, parce que le Ionia a recruté finalement, je crois, 70 patients, dont 22 ont pris 24 placebo, 24 ont pris une dose élevée, dite élevée, c'est la même dose de plus ou moins 45 mg par kilo de didébénone, et 22 ont pris une dose dite moyenne. Donc, comme vous voyez, ce n'était pas une étude énorme, c'était 3 fois plus petite que Mykonos. Et c'était de nouveau des patients jeunes, des adolescentes, 13, 14, 15 ans en moyenne, entre plus ou moins 8 ans et 18 ans. L'étude n'a duré que 6 mois, et cette fois, disons, l'objectif primaire, c'était de voir s'il y avait une amélioration de l'ataxie, donc évaluer selon des évaluations standardisées de nouveau de la. Et bon, les résultats ont été un peu décevants. Ça, il ne faut pas les cacher. On était un peu décevants dans le sens que l'effet qui semblait aussi clair qu'on avait vu dans l'étude précédente, ça n'était pas aussi clair dans l'étude Ionia. En fait, l'analyse statistique n'a pas montré clairement cet effet favorable de l'idébénone. Mais il faut dire certaines choses. Il faut dire d'abord que ceux qui ont pris du placebo se sont améliorés, nettement, cette fois. Et vous comprenez bien que ça, c'est pas aussi étonnant. Il y avait évidemment une attente telle de la part de ceux qui ont participé que le médicament pourrait être efficace, que même ceux qui ont pris du placebo, évidemment, finalement, ont montré aussi à court terme, juste 6 mois, évidemment, une petite amélioration de symptômes. Ça, vous comprenez bien, c'est pour ça qu'on donne le placebo, parce qu'on sait qu'il a un effet puissant, c'est un effet très puissant, et que même dans une maladie comme celle-là, qui est une maladie bien organique, surtout à court terme, on peut voir des effets favorables qui sont exclusivement liés à l'effet placebo. Donc il y a eu une amélioration claire aussi des sujets qui avaient pris du placebo. En fait, ils se sont quasi tous améliorés. Alors, ceux qui ont pris le médicament, ils se sont améliorés aussi, mais évidemment, cette fois, la différence entre le groupe placebo et ceux qui ont pris le médicament était beaucoup plus petite. Et donc, les résultats n'étaient pas aussi clairs. Donc, en résumé, c'était un peu décevant, mais la raison, je crois qu'on peut identifier le fait que le groupe placebo s'est amélioré beaucoup plus qu'attendu, et le fait que probablement l'étude a recruté trop peu de patients et pour une période trop courte pour arriver à une conclusion claire. Alors, moi je ne pense pas que c'est raison de paniquer ou de croire que tout ce qu'on a jusqu'à maintenant considéré que l'idébénone pourrait être disons, efficace, il faut le mettre à la poubelle. Je pense que ma conclusion, et je le dirais ouvertement aux représentants de Santhera, c'est que probablement ils ont fait une erreur à faire une étude aussi courte et avec un nombre aussi limité
efficacité des patients, qu'il aurait fallu faire, s'il voulait faire une autre étude en Amérique du Nord, faire quelque chose un peu plus comme Mykonos, c'est-à-dire au moins un an, et avec beaucoup plus de patients. Pour des raisons pratiques, ils ont fait ces choix, et je pense qu'ils n'ont pas fait un bon choix. Ils ont fait un peu un mauvais choix, et maintenant ils se retrouvent avec ces résultats qui ne sont pas significatifs. Bon, le bon côté de cette étude est que cette étude aussi a montré qu'il n'y avait pas de souci de toxicité. Et donc là aussi, tout s'est très bien passé au niveau d'effets secondaires, etc. Il n'y a vraiment pas eu grand-chose par rapport au placebo, quelques petits, disons, essentiellement un peu de troubles d'estomac, mais pas grand-chose. Donc, aucun souci particulier de toxicité de ça. Et donc maintenant, je pense que la situation actuelle est la suivante. Disons, sur le plan scientifique, c'est essentiel d'attendre le résultat de l'étude de Mykonos pour conclure, pour avoir des conclusions un peu plus solides. Je pense que, disons, les bases sur lesquelles de départ, c'est-à-dire les indications d'une possible efficacité restent. C'est juste qu'il faut faire des études suffisamment puissantes, suffisamment prolongées pour mettre en clair cet effet. Alors ceci aussi, vous pouvez peut-être, on peut l'interpréter de manière moins favorable en disant oui, donc ce n'est pas un effet miraculeux, il faut suivre assez longtemps, il faut beaucoup de monde, beaucoup de patients pour voir, effectivement, pour pouvoir apprécier cet effet. C'est vrai, mais personne, je crois, n'avait jamais dit que ceci c'est un médicament miraculeux. Si c'est un médicament que probablement peut, je pense qu'on reste toujours viable l'hypothèse que c'est un médicament qui peut un peu ralentir le cours de la maladie, peut permettre de gagner un peu de temps, de gagner, je ne sais pas vous dire exactement combien de temps, mais même si c'était 6 mois, 1 an, peut-être 2 ans par rapport au cours naturel de la maladie, ça serait déjà quelque chose d'important. Et c'est ça, et c'est pas plus que ça. Ça, on le savait. Je pense que personne n'a jamais dit que ce médicament peut faire plus que. Donc, à mon avis, il faut attendre le résultat de l'étude phase 2 et finalement arriver sur la base de ça de l'étude Mykonos et de voir. Alors, comme calendrier, l'étude Mykonos sera complétée vers cet automne. Et donc, il faut quand même quelques mois pour l'analyse de résultats. Je crois que nous aurons les résultats de Mykonos au début 2010. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci infiniment. Merci beaucoup, Dr. Pandolfo. C'était toute l'information très pertinente, je crois, assez nous fait comprendre les différentes études où on est rendu. Alors là, on s'inquiétera pas du temps. On va prendre le temps pour des questions. Peut-être que les personnes peuvent se présenter leur nom et qui ils sont là, par rapport à la carte là, en posant leurs questions. Alors voilà, je laisse une première personne. Oui. Allô? Marc Dumulon aussi. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Hello. Allô? Oui, bonjour, je suis là. Docteur Pandolfo. Marc Dumulon, le père de Martin Dumulon. Est-ce que je peux poser ma question? Oui, Oui. Allez-y. Okay. Allez-y. Moi, dans ce que le docteur, monsieur, qui disait, ce que je trouve un peu aberrant, c'est évidemment qu'on dit toujours qu'un médicament, c'est pas miraculeux. Même les aspirines, les Tylenol, c'est pas miraculeux. Mais l'accessibilité au Canada, là, au Québec, c'est un peu fou, là. Je veux dire, pourquoi que la compagnie, je sais que le docteur ne peut pas répondre, mais pourquoi que la compagnie fait payer des prix exorbitants? Parce que nous, on paye des prix exorbitants. On était les premiers au Québec à l'avoir, je crois. Et puis là, ma compagnie d'assurance, j'ai pu payer, en tout cas, là, je suis avec des avocats, toutes sortes d'affaires, pour si peu de résultats. Parce qu'en fait, on peut dire que c'est un produit qui est à peine expérimental. Oui, je vais juste préciser. Oui, excusez, je pense que Dr. Pandolfo, il peut peut-être nous répondre là, sur comment ça peut fonctionner, là, la question d'établir un prix pour un médicament. Donc, je vais lui laisser répondre, mais pour ce qui est de
la situation au Québec, au Canada pour les remboursements. On y reviendra plus tard. Voilà. Mais est-ce que Dr Pandolfo peut nous répondre par rapport au... Alors, écoutez, moi, je ne suis ni payé par, je ne suis pas un représentant, je n'ai pas d'intérêt particulier, je ne suis pas ni le patron de Santerra, ni quelqu'un qui travaille pour Santerra. Donc, j'ai donné, j'étais un conseiller, ils m'ont demandé mon avis sur certaines questions, mais ça c'est tout. Donc je n'ai aucune manière, disons, de gérer ou d'influencer surtout ces aspects strictement financiers de la commercialisation du produit. Ça, je dois vous le dire. Hein. Alors, si vous voulez savoir mon point de vue est que s'il y a une indication même préliminaire d'efficacité de ces médicaments, il est important et donc si Santé Canada, par exemple, a reconnu et a accepté, disons, ces indications préliminaires et a permis la commercialisation du Catena, à mon avis, il faut faire tout ce qui est possible pour donner accès à tous les patients à ces traitements, en sachant qu'il n'est pas miraculeux, qu'il ne va pas les guérir, mais qui pourrait quand même faire du bien. Donc, pour moi, il n'y a pas question que l'on ne peut pas mettre en circulation ces traitements sans permettre aux patients, c'est une maladie rare, c'est un nombre limité de patients, et ils ont le droit d'avoir accès à ce qui est disponible à l'heure actuelle. Ça, c'est ma position philosophique, si vous voulez savoir. Donc, je n'ai aucune manière d'intervenir sur la politique de prix de Santerra. Je sais que les coûts de ces études sont énormes. Ça, je peux vous le dire. Pour chaque patient qui est recruté dans l'étude Mykonos, bon, ça peut être différent dans les différents centres, mais je vous parle de probablement de l'ordre de 5-6 000 euros, donc plus de 10 000 $ canadiens par patient. On en recrute 2000, ça fait 200 et plus, ça fait plus de 2 millions. Donc vous comprenez que c'est des investissements pour une petite compagnie qui sont énormes. Ceci dit, je ne suis pas d'accord si ceci finalement empêche l'accès. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument régler. C'est parce qu'il n'y a pas d'accès, là. Je serais curieux de savoir combien de personnes au Québec ont accès à ces médicaments-là. Ça pas ça, je comprends et je pense que c'est une question de débat pour vous et c'est à vous un peu de lancer un message clair à la compagnie. Moi, ce que je peux faire, et je l'ai déjà dit, donc personnellement, mais je n'ai pas de pouvoir décisionnel, je peux juste dire quelle est mon opinion. Et quand il faut fixer un prix, c'est eux qui le font. Moi, je peux juste dire ce que je pense. Bon, voilà. Juste pour excusez, pour terminer là-dessus, parce que comme je dis, les questions d'accès de remboursement, on va les discuter par la suite, parce que Dr Pandolfo ne peut pas répondre à des questions précises sur ça. Mais je veux juste dire, étant donné que je suis impliquée depuis plusieurs années dans la question de l'accès et remboursement des médicaments orphelins, c'est parce qu'ils sont des médicaments orphelins, donc c'est souvent les mêmes coûts de recherche et de développement, peut-être un peu moins parce que les échantillons sont moins élevés, pour un plus petit marché pour une compagnie. Alors voilà, souvent c'est la raison pour laquelle ces médicaments-là sont chers. Et l'autre chose, c'est peut-être pas le cas pour les débénones, mais il y a beaucoup de médicaments qui sont produits par des nouvelles technologies qui sont très chères aussi. Alors ça explique, mais évidemment, nous, on travaille, les deux organisations pour lesquelles je travaille, et puis la CAF aussi, évidemment, c'est pour qu'il y ait accès malgré tout pour les gens qui ont des maladies rares. Alors là, je peux prendre d'autres questions. S'il y a des questions plus spécifiquement sur les études, sur peut-être, M. Phoenix disait qu'il y a des gens qui sont peut-être même déjà sur le médicament, s'ils ont des questions. Depuis tantôt, oui, c'est Dr Fournier. Dr Fournier? Oui, je voulais juste demander à Dr Pandolfo, c'était pas clair pour moi l'indication. Je l'ai entendu dire qu'on le donne à tous les patients.
Et ce que j'ai vu dans les études, l'efficacité neurologique était plutôt pour les patients ambulants, fait que les patients plus jeunes, les patients d'âge pédiatrique. Est-ce que Dr Pandolfo recommande qu'on essaie d'obtenir de l'idébédone pour tous les patients, peu importe leur état neurologique? Alors, soyons clairs, le patient pour lequel il existe une évidence, si vous voulez, préliminaire, mais suffisamment encourageante d'efficacité, sont des patients jeunes et sont des patients dont le déficit neurologique n'a pas encore très, très avancé. Ce sont les patients qui ont participé à l'étude phase 2 et ce sont les patients pour lesquels je me sens à l'heure actuelle de dire que si vous en avez l'opportunité, il pourrait être indiqué de donner ces médicaments. Pour ceux qui ont une maladie plus avancée, pour les adultes et tout ça, je pense que honnêtement, il faut attendre les résultats de l'étude Mykonos qui a inclus ce type de patients avant de se lancer avec des indications. Donc, à mon avis, si on veut être rigoureux, et je pense qu'il faut être rigoureux, il faudrait limiter l'indication aux patients qui ont participé. On peut l'enlargir si quelqu'un a 19 ans ou 20 ans ou 22 plutôt que 18, ça ne change pas grand-chose, mais on reste avec des patients jeunes qui ont une maladie qui évolue dans la phase évolutive et que n'ont pas encore accumulé un déficit majeur. Fait que pour vous, est-ce que le fait qu'il soit encore ambulant, ce sera un critère acceptable? Le fait que le patient n'ait pas besoin d'utiliser une chaise roulante ou très très peu, est-ce que ça peut, parce que de façon pratico-pratique, il faut qu'on coupe à quelque part, est-ce que c'est quelque chose d'acceptable ou... Alors, le patient qui a été inclus dans l'étude de phase 2, comprenait aussi des patients qui utilisaient les fauteuils roulants. Ah, ok. Le sous-groupe dans lequel l'effet plus clair a été démontré, c'était ceux qui marchaient encore. Mais il y a beaucoup d'objections qu'on pourrait faire. D'abord, l'échelle qui a été utilisée est une échelle qui a un effet plafond. Donc peut-être sur la courte période, ces patients n'ont pas été évalués de la manière optimale pour voir un effet. Et si vous voyez régulièrement ces patients, vous êtes sûrement bien conscient du fait que il y a encore beaucoup, malheureusement, que les patients, une fois qu'ils utilisent le fauteuil roulant, il peut encore s'aggraver beaucoup. Oui, et donc, il y a encore beaucoup de fonctions qu'on peut essayer de garder. Okay. À mon avis, donc, ce n'est pas une indication absolue, mais de nouveau, c'est le groupe pour lequel jusqu'à maintenant, on a de l'évidence. OK, parfait, je comprends. Puis, moi, vous savez, je suis cardiologue. Hein? Alors, la neurologie, l'évaluation des patients, là, je connais rien là-dedans, là. Mais au niveau cardiaque, il semble y avoir quand même un bénéfice aussi. Alors, oui, niveau cardiaque, il y a déjà toutes les petites études ouvertes qui ont été faites déjà dans le passé, disons, oui. qui ont montré, la majorité de ces petites études ont montré une diminution de la masse cardiaque, de l'épaisseur de la paroi du ventricule gauche et du septum interventriculaire. Il y a eu au moins une étude qui a utilisé une méthode échocardiographique qu'on appelle le strain rate, je ne sais pas comment le traduire en français, et je ne sais pas même exactement ce que c'est, parce que... On utilise strain rate en français. Oui. Voilà, et c'est une étude qui a été faite, en fait, ici en Belgique, à Louvain, par le docteur Beuys, qui a exploité le fait qu'à cette époque, il était, je crois, en sabbatique à Louvain, ce cardiologue anglais, que je pense que c'est le grand gourou de cette technique de strain rate. Mais bon, bref, cette étude aurait montré aussi une amélioration fonctionnelle, au moins dans le court terme. Je crois que l'étude qui a suivi les patients à long terme a montré finalement qu'à long terme, après des années, l'étude par exemple faite à la Salpêtrière, malgré tout, même si la morphologie, le volume, la masse cardiaque, disons, restait encore contrôlée, il y avait quand même une petite dégradation fonctionnelle. Mais bon,
comme je vous ai dit, ce n'est pas des miracles, mais je pense qu'il y a pas mal d'évidence au niveau cardiaque. Les données cardiaques de l'étude de Nicosia n'ont pas encore été publiées, donc l'information qui vient de la compagnie préliminaire, qui ont commencé à faire circuler, qui essentiellement ils confirment un effet favorable, mais je n'ai pas encore. Secondaire, bon, la tolérabilité est très grande, la sécurité, ce qui est recommandé, une test de fonction hépatique, et si on voit que les ALT-AST augmentent, on arrête la médication. C'est comme ça qu'on les suit, les patients? Alors, les effets secondaires, si vous voulez, je vous le dis exactement ce qui a été vu durant l'étude Ionia. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des effets secondaires sont des effets au niveau gastro-intestinal. Je ne suis pas au courant d'altération d'enzymes hépatiques. Il y avait eu un cas mais je peux vous dire, j'essaie de récupérer la... Je sais que chez nous, on nous recommande de prescrire des prélèvements aux patients régulièrement, comme aux 3 mois, surveiller la fonction hépatique. Oui, tout à fait. Ça, c'est que je pense que ça reste quand même raisonnable. La seule chose que je voulais, dont je voulais m'assurer, c'est que, alors, pour les effets secondaires, qu'il n'y avait pas, il n'y en a pas eu de cas de toxicité hépatique ou d'élévation de enzymes hépatiques. Il y a eu des effets, disons, de troubles de nausée, un peu de troubles digestifs. Il y a eu un cas de douleur thoracique qui n'a pas été mis en relation avec les médicaments et que c'est résolu sans arrêter les médicaments. OK. Dans l'étude précédente, il y avait eu un patient qui avait pris la dose élevée, qui avait eu une diminution du nombre des globules blancs. Mais ce n'était pas une granulocytose, c'était juste une petite diminution qui s'est résolue après avoir arrêté le médicament. Donc je pense que la formule, quand même, il faut la contrôler régulièrement. OK. Et quand on commence la petite dose, et si c'est bien toléré, 6 mois après, on passe à la haute dose. Est-ce que c'est un protocole acceptable de fonctionner comme ça? Alors, pendant les études, on a commencé brutalement. Donc, oui, c'est ça, les études. Et c'est vrai que certains patients ont pu avoir un peu surtout que ces petits troubles gastro-intestinaux étaient plus importants. Je ne pense pas qu'il faut attendre 6 mois. Ça peut être prudent aussi pour le confort du patient de commencer progressivement, mais je pense qu'on peut aller assez vite. En principe, oui. OK. Voilà, c'est... Merci. Je crois que ça doit vous aider beaucoup, Dr. Fournier. Alors, c'est moi qui prescris au Québec, hein? Oui, c'est vrai. Oui, Dr. Pandolfo. C'est importante. Alors, il y a aussi un monsieur là, qui essayait de poser une question. Oui, bonjour. Bonjour, mon nom c'est Lucio Di Lazzaro. Et mon fils Anthony, il vient juste de compléter la phase 3 avec Dr. Lynch en Philadelphie. Oui. Et d'après Dr. Lynch qui nous a appelé, on est supposé d'y aller au mois de juillet pour un autre rendez-vous, que la phase 3 était pas un gros succès, comme vous avez dit tantôt. Qu'est-ce que ça nous attend à la part de Sentara? Qu'est-ce qu'ils vont-tu faire d'autres choses ou ils vont-tu arrêter? Alors, qu'est-ce que nous attend pour notre fils le prochain rendez-vous avec Dr. Lynch? Alors, à part d'écouter la personne qui parle plus vite au monde, c'est-à-dire Dr. Lynch, je vais regarder Ionia. Alors, moi, dans l'information que j'ai reçue dont je suis à connaissance, il y avait une extension d'1 an qui était prévue après l'étude Ionia. Et donc, normalement, l'extension, c'est avec la dose élevée et c'est un ouvert. Donc, il
n'y a pas de placebo, autre chose. Oui. Donc, qui ressemble un peu à ce que nous faisons avec l'étude Mykonos. Donc, je crois que le Dr Lynch pourra vous proposer de continuer à prendre le médicament à la dose élevée, toujours avec le contrôle régulier qu'il va vous expliquer. OK. Je vous remercie beaucoup, docteur. Pas de mot. Marie Saint-Pierre, j'aimerais poser une question. Ma fille Myriam prend du Catena depuis 1 mois et demi. Moi, je voulais savoir, les examens neurologiques pour vérifier, voir s'il y a des effets, à quel rythme le médecin doit les faire pour vérifier? Alors, vous comprenez, les examens neurologiques, on les fait essentiellement pour les études. Les examens, disons, standardisés, on essaie de les faire pour les études, pour documenter au mieux l'effet du médicament. Okay. Et même le type d'examen neurologique standardisé qu'il faut faire, c'est le sujet de discussion interminable. Alors, maintenant, je pense qu'il faut faire des contrôles réguliers. Je suggère de le faire au départ au moins tous les 3 mois. Et puis, peut-être on pourra le faire un peu moins souvent. Ceci dit, c'est votre médecin, votre neurologue, que j'imagine aura envie de se rendre compte de ce qui se passe. C'est pas une procédure, disons, comme pour les études où il y a des formulaires à remplir, de données à rentrer. Donc voilà, si j'étais votre neurologue, je voudrais vous voir votre mari au moins avec cette fréquence au départ, comme examen neurologique. Et peut-être un peu plus souvent, surtout au départ, au moins de se parler au téléphone, de laisser un message pour savoir s'il y a des effets secondaires, comment ça se passe. C'est sûr quand même, là, moi, il a demandé des prises de sang au mois pour les 3 premiers mois, puis à chaque fois, moi, je vois les résultats par télécopieur, puis je lui laisse des messages s'il y a des effets secondaires. Là. Oui, donc, faire des prises de sang tous les mois me semble tout à fait raisonnable. Laisser des messages s'il y a quelque chose de n'importe quoi qui se passe. Vous voyez, c'est surtout quand on essaie quelque chose de nouveau, malgré tout, on veut savoir tout, parce qu'on ne sait pas à l'avance ce qui pourrait arriver, vous savez. Même à distance de temps, il y a de nouvelles choses qui pourraient sortir. Donc c'est important de tout communiquer, de tout dire, même des choses qui apparemment nous semblent banales ou pas liées aux médicaments, mais c'est bien que le médecin doit vraiment tout savoir. Et qu'on contrôle de l'examen neurologique, moi je le ferai tous les 3 mois au départ. Bon, un gros merci. De rien. Oui, allez-y. Moi, je suis la présidente du conseil d'administration de la CAF. On s'est vu l'automne dernier. Est-ce qu'en parallèle à l'IB-Dénon, il y a d'autres processus de recherche clinique au niveau mondial actuellement? Alors, écoutez, je très mal, c'était un peu, c'était pas clair, c'était un peu loin et un peu... Ah oui, on est sur le mérite, là, ici à la CAF. Écoutez, est-ce qu'en parallèle à l'IB-Dénon, il y a d'autres recherches pour des traitements éventuels? Oui. Alors, il y a d'autres recherches sur d'autres traitements candidats. En fait, il y a une autre molécule qui s'appelle le deferiprone, qui est faite en fait par une compagnie canadienne qui s'appelle Apotex, vous la connaissez probablement, qui pourrait avoir un effet favorable. Il y a aussi des données assez préliminaires, mais qui pourrait avoir un effet favorable surtout à faible dose. Là, c'est le contraire que l'idébénon. Il semble que plus faible la dose, mieux ça marche. Mais alors là, il y a une étude de phase 2 qui est en cours. Et cette étude phase 2, je crois qu'il y a aussi un site canadien, il y a plusieurs sites européens et un site en Australie. Mais le site canadien doit être quelque part en Ontario, si je ne me trompe pas. À Hamilton, peut-être. Oui, le Québec n'a pas embarqué là-dedans. Voilà. Le Québec n'a pas embarqué. Voilà. Oui. Donc, cette étude sera terminée pour maintenant, fin juin. Tous les patients auront complété l'étude. Et donc, je crois que déjà après l'été, cet automne, septembre, octobre, on pourrait avoir les résultats. Et si les résultats seront favorables, sur le plan sécurité et efficacité,
Alors là, on peut imaginer de lancer aussi pour ces médicaments une étude phase 3. Mais maintenant, c'est un peu tôt encore pour le dire. Puis, il y a d'autres traitements. Il y a qui suivent de différents, disons, basés sur de différents possibles mécanismes. Il y a l'érythropoïétine, l'EPO, la substance que les cyclistes prennent pour se doper. Aussi un effet neuroprotecteur et probablement favorable sur cette maladie. C'était un groupe en Autriche qui a proposé ce traitement et je crois qu'il y a des essais qui sont planifiés, des essais contrôlés qui sont planifiés. Pour le moment, ils ont fait juste des études préliminaires. Il y a une autre molécule qui s'appelle le pioglitazone, qui est un antidiabétique, Actos, je pense, il s'appelle dans la plupart des pays, qui a laissé à Paris, à l'hôpital de Bray. C'était une autre idée de notre ami Pierre Roustin. Et là, ils font une étude de phase 2, contrôlée, en double aveugle, etc., qui vient de démarrer. Donc là, il faudra attendre fin de l'année prochaine, je crois, avant d'avoir probablement le premier résultat. Ça, c'est basé sur le fait que ce médicament peut stimuler l'activité et la formation des mitochondries, donc de structures cellulaires qui sont altérées. Et finalement, il y a toute une nouvelle catégorie de médicaments qui sont les plus prometteurs, mais qui sont des médicaments qui sont encore, qui n'ont encore jamais été testés sur des êtres humains et qui pourraient effectivement agir au niveau, disons, plus fondamentale de la maladie, c'est-à-dire augmenter la production de cette protéine qui s'appelle la frataxine. Parce que tout le problème est que les malades ne font pas assez de cette protéine, mais qui peut stimuler la production de cette protéine. Ceux-ci sont des médicaments qui ont été pour le moment donnés à des cellules et à des animaux. Donc il faudra attendre plus ou moins 2 ans si tout se passe bien, et on ne sait jamais encore mais si tout se passe bien, disons, il faudra attendre plus ou moins 2 ans pour faire une étude de phase 2, donc commencer à évaluer l'efficacité. Voilà, donc il y a plusieurs choses, il n'y a pas que l'idébénone. Mais l'idébénone est le seul pour lequel nous avons déjà des résultats des études phase 2 et des études phase 3 en cours. Donc elle est le médicament plus avancé, disons, dans son développement et dans le C. Mais il y en a d'autres qui suivent, sûrement. Donc, finalement, fin 2010, peut-être on sera plus avancé sur les autres solutions peut-être possibles. Peut-être, mais de toute façon, l'idébénone, comme on a dit, bon, moi je pense est un médicament qui ne fait pas de miracles, mais je pense que c'est raisonnable de penser qu'au moins pour une certaine catégorie de patients, nous avons déjà fait ces raisonnements, peut faire quelque chose et peut peut-être permettre de gagner du temps. Au moins les indications que nous avons sont celles-là. Peut-être il y aura d'autres traitements qui suivront, mais si ça permet de ralentir un peu, de gagner du temps en fait, d'acheter du temps, je ne sais pas quoi. Oui, tout à fait. Ça c'est un peu l'idée que... Voilà. Docteur Pandolfo, est-ce qu'on peut savoir le nom de la nouvelle catégorie de médicaments dont vous parlez? Oui, alors c'est un nom assez compliqué, mais on l'appelle inhibiteur d'histone déacétylase. Ah bon, ok. Alors, ce sont des molécules qui agissent sur des enzymes qui contrôlent un peu comment l'ADN est compacté dans les noyaux des cellules. Bon, finalement, il en existe beaucoup. Il y a certains médicaments qui agissent, disons, sur ces cibles, qui sont déjà utilisés pour le traitement de certains cancers. Mais ces médicaments ne font rien à la frataxine, c'est vraiment une nouvelle catégorie d'inhibiteurs d'histone déacétylase qui a ce type d'effet. Et donc là aussi, il faut être très, disons, faire très attention pour être sûr que c'est des médicaments qui ne sont pas toxiques. Alors, pour le moment, on est assez optimiste, mais on ne sait jamais. Merci beaucoup. Les premiers essais sur les animaux sont très encourageants au niveau toxicité, mais vous comprenez bien. Oui, c'est préliminaire. Alors, est-ce qu'il y aurait une autre question pour Dr Pandolfo? Oui, moi j'appelle de l'Outaouais, c'est Hélène Savard. Notre fille Mireille elle est suivie par un neurologue, mais il n'a pas l'air d'être au courant des
l'idée Benoît. Allô? Oui. Oui, je vous écoute. Vous pourrez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de l'Outaouais. Notre neurologue n'a pas l'air d'être au courant des nouveaux développements au sujet de l'idée Benoît et ces choses-là. Puis moi, je voudrais essayer de le diriger à un endroit où il peut avoir des informations pour qu'il puisse peut-être suggérer à ma fille de prendre du catena ou choses du genre. On avait déjà été approché par un docteur, un médecin d'Ottawa, mais je voudrais que ce soit son neurologue qui la suive et non pas un généticien. Alors, est-ce que vous avez un endroit où que lui pourrait s'informer plus amplement au sujet des effets, puis peut-être des doses qu'il pourrait donner à notre fille? Elle a quel âge, votre fille? Notre fille, elle a 20 ans, puis ça fait 5 ans qu'elle est diagnostiquée. Elle marche encore un petit peu. Et puis, elle, c'est des fonctions plutôt... c'est avec ses mains qu'elle a eu, on a regardé qu'on a eu des problèmes. Là. Et puis, son équilibre. Mais donc, évidemment, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je n'oserais jamais critiquer un collègue neurologue parce qu'il n'est pas au courant de dernier développement sur ces maladies. Vous comprenez bien, c'est une maladie rare, il y a des mille choses à suivre. Donc, vous avez bien dit qu'il faut une source d'information qui soit bien claire. Mais ça, je pense que nos amis de la CAF, et comme la FARA aux États-Unis ou d'autres choses pourraient effectivement travailler dans ce sens-là, à part... mais parce que lui, en Outaouais, je pense qu'on est 2 ou 3 cas. Puis lui, il est spécialisé, c'est une clinique de sclérose en plaques qui est très similaire, mais il essaie, lui, de s'informer un peu plus amplement pour savoir comment traiter ses patients de l'AF. Puis moi, je voudrais l'aider à essayer, avec son infirmière, de diriger vers un endroit... Oui, donc, ça, comme je vous dis, je ne sais pas vous donner. Donc, c'est normalement, c'est un peu les associations et les médecins qui effectivement s'occupent de ces maladies qui peuvent organiser quelque chose pareil. Moi, honnêtement, je ne sais pas vous dire, mais je pense que les gens de la CAF pourraient vous aider. Oui. Je pense que peut-être que plus tard, vous pourriez demander à M. Phoenix de la CAF, d'autres personnes de la CAF, et probablement aussi quelqu'un peut vous donner le nom d'un médecin, peut-être Dr Fournier, qui peut parler à votre neurologue aussi. Je le référais à Dr Bray, à Bernard Bray, à Alexis Bruno. J'appellerai à la clinique des maladies neuromusculaires à Alexis Bruno, puis parler à Dr Bernard Bray. C'est à Montréal, ça? Oui, c'est à Montréal. Oui, je pense que peut-être M. Phoenix peut vous donner une réponse plus tard, Jean. Oui. Est-ce que c'est correct, ça? Oui. Voilà. Est-ce que là, ça fait 1 heure qu'on prend le temps de Dr Pandolfo. Peut-être une dernière question pour Dr Pandolfo, et puis nous, on peut peut-être lui laisser aller à ses loisirs du samedi soir, et puis nous, on peut continuer sur l'accès et remboursement. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Oui, moi, mon nom est Lina Ravenda. Je suis la mère de Roxane Daudelin. Elle a 23 ans et puis elle a été diagnostiquée à l'âge de 9 ans. Elle est en fauteuil roulant depuis environ 8 ans. Donc, elle fait partie de l'étude des débénones qu'on avait eue à l'hôpital Marie-Enfant. Et puis, depuis ce temps-là, étant donné qu'elle n'était pas disponible au Canada à l'époque et tout ça, nous, on le fait venir via l'Internet, parce qu'il est en vente libre aux États-Unis. Et puis, présentement, elle prend une dose de 180 mg par jour. Là, d'après ce qu'on dit, on pourrait augmenter la dose. Est-ce que ce serait conseillé d'attendre les résultats de la phase 3 ou plutôt qu'on pourrait déjà penser à augmenter face à... Alors, oui, donc, à l'époque, l'étude qu'on avait fait à Marie-Enfant, et on avait vu quelques patients quand j'étais encore à Montréal à l'Hôtel-Dieu, c'était purement observationnel, donc on n'avait pas de groupe contrôle de placebo, rien, et c'était avec une dose relativement faible, calculée de l'ordre de 5 mg par kilo par jour. Alors, si nous devons, à l'heure actuelle, les données, disons, viennent de l'étude encore phase 2 américaine, pas celui qui vient de se terminer, l'étude phase 2 originale, le Nicosia.
Et cette étude n'a montré un effet favorable que de la dose moyenne et élevée, donc de 900 mg pour ceux qui pèsent plus de 45 kg, ou de 2250 mg pour la dose élevée. Alors, en principe, cette étude, je le répète encore une fois, était ciblée sur des sujets qui allaient jusqu'à 18 ans il y avait des sujets qui ne marchaient plus, qui en étaient inclus, mais l'effet était plus évident chez ceux qui marchaient encore. Donc, on reste qu'à l'heure actuelle, à mon avis, il faut être rigoureux et il faut suivre les indications des études qui ont été complétées et qui sont claires, en attendant d'avoir davantage de données. La dose doit être au moins la dose dite moyenne, c'est-à-dire 900 mg par jour, et les groupes qui ont plus de probabilité d'en avoir avantage sont les patients jeunes qui conservent encore un fonctionnement assez bon. Je ne connais pas votre fille, évidemment, et je ne veux pas décourager les patients qui ont une maladie plus avancée, même si, à l'heure actuelle, je n'ai pas vraiment de données rigoureuses d'études cliniques pour dire s'ils pourront bénéficier ou pas du traitement. Ça, il faut vraiment attendre les résultats de l'étude phase 3, de l'étude Mykonos. Donc, juste pour conclure pour la dame, est-ce que j'ai compris? Pour conclure, pour la dame, je crois que 180 mg par jour, honnêtement, les indications préliminaires sont que ne devrait pas avoir un effet, disons que c'est probablement pas assez pour avoir un effet suffisant sur les symptômes neurologiques. Donc, la question, et ça dépend un peu du jugement aussi du neurologue qui la connaît, qui la suit. C'est clair que c'est un groupe de patients pour lesquels l'évidence n'est pas encore là. Ceci dit, si le médicament est disponible et vu les profils tout à fait favorables de ces secondaires, et vu qu'elle les prend déjà, ces médicaments, mais alors, à mon avis, il faudrait monter la dose jusqu'au moins 900 mg si elle souhaite continuer à le prendre. Et puis attendre de voir les résultats des études phase 2 pour prendre une décision plus à long terme. C'est ce que je peux vous dire. D'accord. Je vous remercie. D'accord. Merci, Dr. Pandolfo. Malheureusement, je pense qu'on doit clore ici pour la première partie de la téléconférence. Merci beaucoup, Dr. Pandolfo. Je vais laisser à M. Phoenix le soin de vous dire au revoir aussi. D'accord, merci. Au revoir, Dr. Pandolfo. J'espère qu'on va participer bientôt aux études cliniques sur les histones, les inhibiteurs d'histone. Inhibiteurs d'histone et d'acétylase. C'est presque du latin, ça. Plus ou moins. Bon, en anglais, on parle de HDAC. OK. HDAC. Histone diacétylase. Donc, peut-être on peut dire HDAC. C'est plus facile. Oui, HDAC. On va employer cette formulation-là. Merci beaucoup, Dr. Pandolfo. Puis les autres personnes doivent rester en ligne s'il y a d'autres questions. Là. D'accord. Bonne soirée, Dr. Pandolfo. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Bon, alors, bien, c'est ça. On est certain qu'il y a beaucoup d'intérêt et de questionnement par rapport à l'accès remboursement spécifiquement au Catena au Canada. Alors, on pensait laisser quelque temps là, pour les gens de poser des questions. Par contre, je sais que ça peut être un débat qui peut durer longtemps. Alors, je veux juste dire aussi je pense que c'est prévu, Jean, qu'il y ait peut-être au mois d'août là, une autre téléconférence ou une autre façon, en tout cas, de donner de l'information parce qu'il va y avoir des développements là, par rapport à Santé Canada, etc. Là. Oui. Il y aura probablement d'autres informations. En passant, est-ce qu'il y a des... Oui, peut-être faire une mention aux gens qui s'expriment en anglais. Il y a peut-être des gens qui auraient des questions en anglais à poser. Je pense que je m'excuse, j'avais oublié cet aspect-là. Are there participants in the teleconference that only speak English and that, well, I'm sorry, we forgot about here? Are there any?
Everybody understood French? You can speak French? OK. Bon, c'est pas un problème. Et puis, je m'excuse de cet oubli. Alors, je pense que c'est plus M. Phoenix, là, Jean, qui peut répondre à ces questions-là. Moi aussi, je suis bien impliquée à ce niveau-là. Si j'ai quelque chose à dire de plus, là, je pourrais, mais je laisse les personnes poser des questions à Jean. Il y avait déjà M. Marc Dumilon qui avait probablement d'autres questions. J'imagine que le docteur Fournier est encore en ligne aussi. Oui. Oui. Vous pouvez répondre aux questions. Pouvez-vous faire un résumé de la situation, s'il vous plaît, pour justement, là, Santé Canada a approuvé, mais qu'est-ce qu'il y en a avec les compagnies d'assurance, avec le gouvernement du Québec? Est-ce qu'ils acceptent toutes les demandes? Là, je vais vous dire ce que je vois passer. Moi, je remplis les formulaires. Ceux qui ont une assurance, que leurs médicaments sont remboursés par Québec, on doit remplir le formulaire de patient d'exception. Et une fois que le formulaire est rempli, il est envoyé au gouvernement, évidemment. Et jusqu'à maintenant, ils ont tous été approuvés. Alors, les délais viennent du fait que... Qui vous êtes? Je peux savoir c'est Dr. Fournier qui parle. Ah, c'est Dr. Fournier, OK. Oui, c'est Dr. Fournier qui parle. Je m'excuse. Alors, je pensais que la question m'était adressée. Non, c'est juste parce que j'ai pas fait le lien là, que c'était vous. Excusez-moi. OK, pas de problème. Alors, fait que c'est jusqu'à maintenant, s'il y a des délais, il y a beaucoup de paperasses, beaucoup de formulaires, tout ça. Mais à date, les patients, c'est surtout les patients pédiatriques, évidemment. Moi, je suis cardiologue pédiatre, alors je travaille surtout à Marie-Enfant. Fait que les patients pédiatriques ont tous rempli leur requête et la cohorte de malades en bas de 18 ans conçus avec ataxie de fibrage, je pense qu'il y en a 8 ou 9 là-dessus. Il y en a peut-être 6 ou 7 qui ont déjà commencé le Catena, mais à la dose moyenne, on n'a pas encore augmenté à la haute dose. Et Santé Canada a accepté comme patient d'exception et les compagnies d'assurance sont à date celles que les assurances des parents ont acceptées. Là, pour les adultes, les jeunes adultes, on a commencé à compléter les formulaires et je sais que quelques patients s'est réglé et là, la paperasse suit son cours, puis ça devrait cheminer pour les patients un peu plus vieux qui sont, eux, ceux que je vois, moi, à Lucie Bruno. Ça va probablement répondre aux questions de M. Marc Dumilon et Mme Hélène Savard aussi, concernant leur enfant qui prennent le Catena. C'est Hélène Savard qui parle, ma fille ne le prend pas encore, c'est ça, puis j'aimerais ça qu'elle commence. Oui. Elle est suivie où, votre fille, madame? Pardon? Elle est suivie où? À Hall, au CHVO de Hall, par le docteur Jacques. OK. Alors, ce que je vous suggère de faire, c'est de téléphoner ou demander à votre neurologue de téléphoner à l'équipe des maladies neuromusculaires à Lucie Bruno puis Dr. Bray, puis ils vont expliquer puis tout ça, puis faire la paperasse, mais tout peut être à Hall, donc c'est le Québec, fait que c'est les mêmes processus qu'on fait pour nos patients de Montréal. C'est la même paperasse, puis c'est pas si compliqué que ça. Et si vous avez une assurance privée, à ce moment-là, on va à votre assurance privée, mais c'est vraiment pas... il s'agit de remplir les papiers. Là. Donc, c'est le processus qu'on appelle patient d'exception. Voilà. Patient d'exception, un formulaire de patient d'exception. Et là, je sais, pour avoir parlé aux gens du ministère, les gens qui travaillent dans ce domaine-là, ils sont en train de reviser ces choses-là, mais pour le moment, ça prend des mois, ces choses-là. Alors, même si les études sont sorties qui étaient plus ou moins concluantes, on n'a pas plus de résultats qu'on avait avant. Alors, je pense pas qu'ils vont changer quoi que ce soit. Ils vont continuer en patient d'exception. Et comme disait le Dr. Pandolfo, il y a pas tant de patients que ça non plus, là. C'est pas... Il n'y a pas 3000 personnes atteintes d'ataxie de Friedreich au Québec. Alors, pour le moment, en tout cas, ça se considère un peu comme maladie orpheline et c'est classifié dans patient d'exception, puis ça passe comme ça. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Est-ce que, mon nom c'est Ritoli, est-ce que c'est toutes les compagnies d'assurance qui acceptent le CELI? À date, on n'a pas eu de problème, madame Lee. Je ne sais pas si vous, là, ils ont dit oui, mais à date, c'est pas... moi, je suis en processus là, de c'est ça. Des complications vu son âge et qu'elle n'était pas sur les assurances.
pour ça, mais ça semble vouloir se régler. Ils ont accepté de la rajouter. Là. Je suis au point de voir s'ils vont payer. Oui, c'est ça. Bon. Mais moi, je peux parler, Marc Dumulon, là, pour qu'est-ce qui nous arrive dans notre cas. C'est que ma compagnie privée, bon, j'ai discuté avec eux autres, des approbations, ils ont accepté, mais pour moi, ils n'étaient pas au courant du coup. Et finalement, là, ils m'ont coupé, là, tu sais. Et moi, j'ai appelé Santé Canada ou Santé Québec, des maladies, des médicaments, et puis ils m'ont dit que la décision devait être prise en juin, puis a été reportée de 3 mois minimum. Fait que la compagnie, là, Catena, là, je vais donner un N à tout le monde, là, mais moi, elle me le fournit pour 3 mois, comme c'est elle qui paye. C'est plus ma compagnie d'assurance parce qu'ils ne payent plus. Fait que Catena me paye les médicaments pour mon fils, et moi, je paye la même partie que je payais, comme le 20 OK. Jean, est-ce que tu peux clarifier peut-être pourquoi là l'évaluation n'a pas été faite pour le mois de juin finalement, puis qu'est-ce qui nous attend là? Est-ce que tu consiste qu'au conseil du médicament, il était en attente des résultats de l'étude américaine. Puis ça va être évalué probablement bientôt. Là, mais aussitôt que les Santerra va soumettre au conseil du médicament les résultats de l'étude américaine, ça va être évalué. Mais entre-temps, il va y avoir les résultats de l'étude Mykonos, l'étude européenne, avec un plus grand nombre de personnes. On devrait connaître ces résultats-là. Il va y avoir peu de temps entre les deux. Mais on est en attente. Oui, c'est pas seulement, juste pour dire que c'est un aspect, mais en fait, c'est pas seulement à cause des résultats là, de la phase 3 de l'étude américaine, c'est que au Conseil du médicament, depuis 1 an, il y a un comité qui a été mis sur pied pour faire des recommandations pour comment on évalue des médicaments orphelins. Autrement dit, des médicaments pour des maladies rares où les patients sont peu nombreux. Parce que ces études-là, comme Dr. Pandolfo l'a dit, c'est des études qui, avec un petit échantillon, des fois même l'objectif, les indicateurs, c'est difficile. Et donc, ils n'ont pas le même poids, en tout cas, même efficacité que les grosses études sur les maladies communes. Alors là, il y a un comité qui a été mis sur pied pour faire des recommandations d'évaluation pour ces médicaments-là. Ce rapport était supposé être soumis au Conseil du médicament à l'automne 2008, puis ça a retardé. Il semble que ça vient d'être déposé. Et donc, ce que le Conseil de médicaments a décidé, c'est de voir ces recommandations-là pour évaluer Catena dans l'optique là, de médicaments orphelins. Donc ça c'est pour ça qu'ils ont retardé aussi. Là. Alors, là, on ne sait pas trop l'échéance, là, quand est-ce que ils vont être prêts là, à donner un avis, mais probablement dans les prochains mois. Puis c'est là-dessus probablement que Santerra pourra vous donner plus d'informations, peut-être à la fin de l'été. Là. C'est aussi une raison pour le retard. Donc, pour la conclusion de ça, c'est que le Conseil du médicament n'a pas encore donné un avis à savoir si c'est un médicament qui devrait être remboursé par la régie l'assurance médicaments. À l'heure actuelle, les gens sont acceptés en tant que patients d'exception. Oui, c'est ça. C'est pas parce que le gouvernement a décidé de le mettre sur sa liste de médicaments remboursés. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur ces aspects-là? Et puis ça, excusez ça, ce que je viens de dire, c'est spécifiquement pour le Québec. À chaque province a son processus, là. Alors, c'est pas nécessairement la même chose pour les gens ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a quelque chose, oui, pour moi, c'est pas trop clair. Quand vous parlez de patients d'exception, est-ce que c'est quand vous parlez de couvert par une compagnie d'assurance ou couvert par la RAMQ? La RAMQ. Par la RAMQ, OK.
Mais les compagnies d'assurance, souvent, se basent sur ce que fait la RAMQ. OK. Oui, puis moi, ce dont je parlais, c'est que au Québec, quand une compagnie veut mettre un médicament sur le marché qui soit remboursé par la RAMQ, bien, il y a ce processus-là d'évaluation au Conseil du médicament. À ce moment-là, si l'évaluation est positive, le médicament il est mis sur ce qu'on appelle une liste de médicaments ou un formulaire de médicaments. Et puis là, à ce moment-là, ces médicaments-là, c'est automatique. Lorsqu'ils sont prescrits, ils sont remboursés par la RAMQ. Fait qu'on n'est pas rendu là pour Catena, mais c'est le processus de patient d'exception que la RAMQ accepte. Et puis, est-ce qu'on a une idée de combien de gens en prennent au Québec dans ce moment? Au moins une vingtaine. Pardon? Une vingtaine, je pense. Une vingtaine seulement? Oui. Oh, oui. Quand c'est Vitalia encore. Quand j'ai parlé à Catena, Santerra plutôt, ils m'ont dit que seulement 8 patients avaient eu l'acceptation du gouvernement, donc la patiente d'exception. Oui, mais il y a ceux qui ont les assurances privées. Oui, OK. Aussi, pour ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que si l'assurance se refuse, si la RAMQ va prendre la relève? Ou... Non, parce que la RAMQ vous dit que vous avez une assurance, vous devez vous organiser avec votre assurance. Si l'assurance ne paye plus, là, à ce moment-là, la RAMQ... C'est ça ton problème, là, toi? Oui, c'est ça. Ça prend beaucoup de lutte, beaucoup de démarches. Oui, c'est une démarche on fait là, pour chaque médicament orphelin pour les maladies rares à travers tout le Canada puis au Québec. Puis c'est le message qu'on a lancé au gouvernement fédéral et chacun dans sa province, puis ici au Québec, que on trouve que ça ne devrait pas tout le temps être du cas par cas comme ça. Et en fait, dans le passé, il y a beaucoup de médicaments orphelins dans les dernières années où les compagnies ne les ont même pas inscrits au Conseil du médicament pour évaluation parce qu'ils savaient que c'était perdu d'avance. Mais ça, c'est des médicaments, je ne veux pas vous faire peur à rien parce que c'est des médicaments beaucoup plus chers encore que les débénones. C'est des médicaments pour les maladies qu'on appelle de surcharge, lysosomiales, puis ça peut coûter de 250 000 à 400 000 $ par année pour un patient. Alors, donc, ils les inscrivaient même pas. Et souvent, les gens devaient aller dans les médias, rencontrer leurs députés. Puis nous, c'est ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on a demandé qu'il y ait une politique. Alors, on est en train de travailler à ce niveau-là, au niveau fédéral, mais ici au Québec, il y a eu finalement la mise sur pied là, au début 2008 de ce comité. Fait que c'est positif. Il y en a qui connaissent peut-être les médecins qui sont sur ce comité-là. Docteur Jean-Pierre Bouchard est le président, neurologue à Québec. Docteur Melançon, généticien à Montréal, il est là-dessus. Mais il y a des éthiciens, il y a des pharmaco-économistes. Ils ont fait des recommandations. Alors nous, on attend avec impatience le rapport de ce comité. Parce que ce que ça voudrait dire que maintenant, quand un médicament orphelin arrive au Conseil des médicaments, il va être évalué dans le médicament orphelin. Et puis, évidemment, ils prennent en compte les prix là, de ces médicaments. Nous, on argumente qu'il y a peu de patients. Même si les prix sont plus élevés, il y a peu de patients. Mais bon, c'est tout un processus qu'on fait. Puis, comme vous le savez, vous avez envoyé des lettres au Conseil du médicament pour en appui à Catena. Et puis, on le fait aussi, notre organisation, CORD, au niveau canadien. Donc, on lâchera pas. On va continuer les actions là, pour ce médicament-là, un autre médicament dans le futur pour les ataxies ou n'importe quelle autre maladie rare. Mais j'arrête là, puis je vais demander s'il y a d'autres questions. Pas d'autres questions? Ah, il n'y en a pas d'autres? Bon. Je te laisse le mot de la fin, Jean. Je
souhaite que tous les gens qui ont besoin du Cadena aient accès le plus rapidement possible, comme a souligné le docteur Pandolfo, peu importe la question de prix. Puis, s'il y a besoin de se rencontrer à nouveau par téléconférence, on fera une autre téléconférence. Puis, n'hésitez pas à communiquer avec l'association, la CAF. Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'aide, on va être heureux d'apporter tout le support nécessaire, puis appuyer vos démarches, orienter vos démarches dans le but d'obtenir Catena ou obtenir les meilleurs soins possibles pour les gens qui vivent avec ataxie de Friedreich. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à la téléconférence, puis à bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde.